Bonjour à toutes et à tous. Nous vous remercions tout d'abord d'être parmi nous ce matin pour ce webinaire ayant pour thème Introduction à Neo4j. Vous allez à l'issue de cette session tout savoir sur le graphe et Néo sans avoir osé le demander. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Pascal Marie, je suis commercial chez Neo4j et je serai votre monsieur loyal tout au long de cette présentation. C'est Cédric Fauvet, mon responsable commercial, qui animera cette session d'information ce matin. Alors, quelques informations utiles avant de démarrer. Je vous invite, nous vous invitons à ce que cet événement soit le plus interactif que possible. C'est pourquoi vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez durant la présentation par écrit dans le panneau questions-réponses qui se trouve à droite, donc le chat. Et nous prendrons à l'issue de cette session quelques questions qu'on sélectionnera pour répondre à l'oral. Pour les réponses les plus personnalisées, bien sûr, nous sommes prêts à vous rencontrer physiquement ou à distance pour en débattre. D'autre part, je vous rappelle que vous allez recevoir l'enregistrement de ce webinaire et la présentation. Je vous remercie encore pour votre présentation et je laisse Cédric commencer. À toi de jouer, Cédric. Merci Pascal. Bonjour à tous. Je m'appelle Cédric Fauvet, je suis en charge du développement commercial pour Neo4j depuis 8 ans maintenant. Et j'étais avant développeur. Si vous avez des questions un peu techniques, je devrais à peu près pouvoir y répondre, si ça ne va pas trop en profondeur normalement. Aujourd'hui, je vais vous parler de Neo4j et vous introduire à la technologie, aux technologies qui sont proposées par Neo4j. Mais j'aimerais commencer peut-être par vous parler de l'entreprise Neo4j qui est derrière les technologies de graphes qui vous intéressent aujourd'hui. Donc en fait, pour que vous sachiez, Neo4j a inventé la technologie de graphes, ça s'est fait à peu près vers 2000, les années 2000. Ça s'est fait en Suède et puis ça a été commercialisé en Suède, ensuite en Europe et puis aux États-Unis pour arriver à Neo4j que vous connaissez aujourd'hui. Avec son siège dans la Silicon Valley, ses bureaux à Londres, Munich, Paris et Malmö. Il faut savoir que cette société développe encore à 100%, 98%, on va dire, l'application sur le territoire européen. C'est développé majoritairement à Malmö et à Londres, la totalité des produits qui sont édités par Neo4j. Donc Neo4j est l'inventeur du graphe de propriété et du langage Cypher qui est à l'origine de GQL, que vous connaissez peut-être, du Graph Query Language, qui est actuellement à la certification ISO. Ce sera le second langage de requêtage de bases de données, après SQL qui serait certifié ISO. On a de nombreux clients au travers le monde. Vous voyez ici une liste de quelques clients, dont des clients français. Il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, les grandes entreprises mondiales s'intéressent toutes à Neo4j et ont toutes un intérêt pour une base de graphes. Il faut se rendre compte qu'elles ont pris le pli de ce qui s'est fait dans les sociétés type GAFA, qui, elles, utilisent des bases de graphes depuis quasiment leur origine, quasiment leur création. Google, par exemple, a articulé tout son moteur de recherche sur une base de graphes sous-jacente. Vous pouvez déployer au choix ces produits logiciels édités par Neo4j de 3 manières. À la demande, on-premise, sur des machines qui sont donc déployées chez vous, dans vos infrastructures, dans le cloud, au travers des différentes offres qui sont disponibles sur le marché. Je pense que vous avez vu dans la presse les articles concernant notre partenariat avec GCP. Je vous invite, je vous renvoie à Google News ou à d'autres agrégateurs de news si vous voulez en savoir plus. Vous tapez Neo4j GCP et vous aurez des informations détaillées sur ce partenariat. Ce que je peux dire, c'est que le gros changement, en gros, permet à nos clients d'utiliser leur ticket, aux clients Google, pardon, d'utiliser leur ticket Google pour finalement acquérir des accès à Neo4j Aura, dont je vais vous parler dans cette présentation aussi. Donc Neo4j Aura, qui est la base de données as a service complètement managée par Neo4j. Les graphes sont les SGBD, système de gestion de base de données à la plus forte croissance, et Neo4j est le principal acteur de la catégorie.
On voit ça à quoi? Eh bien, si vous connaissez le site dbengine.com, dont le but est de référencer toutes les bases de données du marché, de les regrouper par type et de leur donner des notes et de faire évoluer tout ça au cours du temps. Vous voyez ici en vert, sur la partie gauche de l'écran, la catégorie, donc les catégories de bases de données, notamment les bases de données de graphes. Et vous voyez qu'effectivement, ces dernières années, les graphes ont une forte tendance par rapport à toutes les autres typologies de bases de données disponibles. Alors, vous voyez des RDF, stockage RDF, du clé-valeur, du colonne, multivalué, etc. Et si vous regardez sur la partie de droite, donc on peut regarder les mêmes informations, mais au format, cette fois-ci, tabulaire. Et on se rend compte qu'en zoomant dans la catégorie graph de DB Engine, Neo4j est le numéro 1. Je vous invite à regarder quand même quelque chose. Si vous regardez la colonne Database Model, vous vous rendrez compte qu'une partie des technologies dites de graph, en tout cas référencées dans la catégorie, sont en fait des catégories, des typologies multimodèles. On va en parler un petit peu après, mais c'est un sujet important ici, puisqu'il y a une question sous-jacente de quel est le moteur de stockage qui est utilisé par la base de données, en plus du moteur d'exécution au-dessus qui, lui, est en graphe. Et quel est l'impact de tout ça? Donc, on va en discuter, on va en parler un petit peu plus loin dans la présentation. Donc, effectivement, il y a aussi une question de communauté qui aide à juger de la position hiérarchique, je dirais, des différentes bases de données dans le système. Donc, vous cherchez, DB Engine va chercher à agréger les informations liées aux compétences Neo4j sur LinkedIn, le nombre de développeurs qui s'y intéressent, et ainsi que le nombre de membres dans les groupes d'utilisateurs, notamment les groupes Meetup associés. Alors, que dire de tout ça? Pourquoi les graphes? Bien, tout simplement parce que on s'est aperçu, on s'est rendu compte chez Neo4j, et nos clients l'ont bien compris aussi, nos milliers de clients l'ont bien compris aussi, c'est que les relations qu'il y a entre les données ont une valeur marchande aussi, une valeur commerciale, une valeur pour les entreprises aussi importante que les données elles-mêmes. On entend beaucoup parler des données, mais on devrait aujourd'hui beaucoup plus parler de la notion de relation. Si on prend le premier exemple à gauche, vous avez un réseau de personnes qui sont interconnectées peut-être par des compétences, par des intérêts. Si vous êtes venu aujourd'hui, ce n'est pas pour entendre parler Cédric Fauvet. Ça ne vous intéresse pas. Ce n'est pas votre lien direct. D'ailleurs, vous n'aviez aucun lien direct avec moi avant cette présentation, j'imagine. Ce qui vous a amené aujourd'hui, c'est notre point commun qui est Neo4j. Donc moi, je connais Neo4j depuis 8 ans. Vous, de votre côté, vous êtes en train de chercher des informations sur Neo4j. Donc, vous voyez, ce qui nous a amené à nous rencontrer aujourd'hui, c'est les relations que nous avons nous-mêmes avec, de notre côté, chacun de notre côté, avec l'outil Neo4j. Donc, c'est une preuve que la relation a une valeur intrinsèque, a une valeur pour les entreprises. Si on prend un réseau de transactions, donc pour la gestion du risque, les chaînes d'approvisionnement, on en a beaucoup parlé pendant la crise Covid, le graphe est un outil qui représente naturellement en fait, les chaînes d'approvisionnement, les paiements, ce genre de choses. Donc, la notion de relation est extrêmement importante, puisqu'une chaîne d'approvisionnement, qui dit chaîne, dit relation entre les maillons de la chaîne. Donc, s'il n'y a pas la notion de relation dans le système, il n'y a plus de chaîne. Il n'y a que des points disparates qui n'apportent pas de valeur. Un réseau de connaissances aussi. On a un projet avec la NASA où justement il est question d'avoir une meilleure connaissance, et ça a permis d'économiser des millions à la NASA par exemple pour identifier une solution, retrouver une solution dans une base de connaissances à une problématique technique qui avait été perdue et qui était difficile à trouver dans un format tabulaire de stockage classique basé sur des index classés par ordre alphabétique. Grâce au graphe, on a pu retrouver le lien indirect entre le problème et la solution. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire qu'exploiter les connexions produit de la valeur. Donc, une valeur d'un point de vue innovatif. Donc, on peut élaborer de nouveaux médicaments sur le renseignement ou l'investigation criminelle. La question de la personnalisation apparaît aussi. Quand vous êtes un vendeur sur Internet, vous avez besoin de personnaliser vos contenus. Par exemple, je suis sûr que vous êtes tous déjà posé la question, mais comment c'est possible que ce soit possible? Hier, j'ai tapé dans mon moteur de recherche favori chaussures rouges et je me retrouve aujourd'hui sur Facebook avec des chaussures rouges dans tous les sens. Eh bien, cette hyper-personnalisation est permise grâce aux algorithmes de graphes notamment.
on va vous recommander des produits, on va regarder les produits que vous avez achetés, que j'ai achetés, qui sont en commun, et on va se rendre compte que peut-être dans ce cas-là, on a beaucoup de produits en commun, et donc on peut vous proposer les chaussures rouges que vous avez cherchées, que moi j'ai achetées hier, puisque nous avons des profils en commun de par notre connectivité. Ça permet aussi un suivi médical personnalisé, et c'est utilisé évidemment dans le média et la publicité. On peut aussi augmenter la prise de décision grâce à ça, en comprenant un peu mieux ces données, par exemple pour faire de la prévention de fraude, analyser les données de réseau, ou alors contrôler le respect d'une loi quelconque. Imaginons par exemple qu'on veuille s'assurer qu'on soit compatible avec la loi RGPD. C'est utile peut-être de retrouver toutes les occurrences de votre profil au sein d'un écosystème de données de l'entreprise lorsque vous souhaitez vous désabonner, pour qu'on ne vous oublie pas dans un des sous-systèmes, et donc être sûr d'être en conformité avec la loi. Donc, il est question aussi d'intégration de données massives en termes de valeur ajoutée. Quand on parle ici d'intégration de données, il est question d'être capable de récupérer les données qui sont actuellement silotées dans les entreprises et de les fédérer et d'aller les croiser et les rechercher simplement. Ça permet par exemple d'obtenir une vue 360 d'un client, de faire de la conformité ou optimiser des opérations. Et le dernier point, qui aujourd'hui a assez tendance, c'est tout ce qui est sciences de la donnée, data science, apprentissage machine, machine learning, IA, qui permet de faire de la prédiction, notamment de fraude, ou alors sur des parcours de soins, on reparlera de tout ça un petit peu après, ou identifier les clients qui sont anonymes, par exemple. Alors, quelques citations d'analystes. C'est intéressant de se dire qu'on n'est pas les seuls, pas les seuls chez Neo4j à se dire que les graphes apportent une valeur et permettent de faire évoluer les choses. Si je vous en lis un, par exemple celui de Gartner, identifier les relations en lien avec les combinaisons de données diverses en utilisant la technique des graphes à l'échelle constitue les fondations des données et analyses modernes. Et donc, vous voyez que c'est assez récent. Neo4j, les bases de graphes en général sont citées de plus en plus par les analystes. Donc, je vous ai parlé de la notion de nativité tout à l'heure, base de données de graphes native. À savoir que Neo4j ne s'appuie pas sur un autre format de stockage. Neo4j n'est pas un moteur de graphes qui se positionne sur une base de données sous-jacente qui serait du SQL par exemple, ou une autre base NoSQL. Neo4j est une base de données du sol au plafond, je dirais, avec en sous-jacent son propre moteur de stockage, qui est lui-même un format de graphe. Alors pour les curieux, je vous invite à lire le livre Graph Databases, qui est disponible gratuitement sur neo4j.com/books, neo4j.com/books. Et dans ce livre, on explique avec un peu plus de détails comment on stocke les données sur le disque et comment on les traite. Mais concrètement, il s'agit d'un principe de liste chaînée qui permet d'avoir des performances extrêmement rapides, puisque le graphe en fait, n'est pas calculé au moment où on va y accéder. Le graphe a été calculé au moment où on a chargé les données. Donc, quand on va créer et charger les données sur le disque dur, on va charger les données dans la base, on va les stocker au format graphe natif. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'on va accéder à notre base de données pour faire de la lecture, pour aller rechercher la liste des produits que Cédric il a achetés qui sont en commun avec les produits que Pascal a achetés, pour faire une recommandation à Pascal, eh bien, il n'y a pas besoin de calcul. Il suffit de lire et de suivre les adresses mémoire stockées dans les listes chaînées. Ce qui permet des performances qui sont tout à fait exceptionnelles et inatteignables avec d'autres technologies qui doivent faire les calculs à la volée. Donc, avec les autres technologies, finalement, vous devez calculer la totalité du graphe avant d'être capable de la parcourir. Et ce qui pose des problèmes de performance. En général, on considère qu'au-delà de 3 à 4 niveaux de profondeur dans un parcours de graphe, alors on est incapable de réaliser ce traitement dans des performances valables avec des technologies qui sont non graphes natives. Sachez-le. Donc, en plus de la performance, les technologies sont acides, ce qui permet d'avoir un fonctionnement qui est proche de ce qu'on a l'habitude de faire avec SQL, ce qui s'adapte bien au monde transactionnel. On a au monde des projets transactionnels, c'est ça que je voulais dire. Le système est sans schéma, ou en tout cas avec un faible schéma, ce qui permet d'évoluer facilement, de faire évoluer facilement. On n'a pas une structure très solide comme on peut avoir par exemple avec une base SQL où on doit définir les tables
Donc, on doit savoir ce qu'on doit charger avant de le charger. Donc, on doit définir la structure avant de charger les données. Dans Neo4j, vous pouvez charger les nœuds qui sont de types différents à l'intérieur de votre graphe et les relier par les données et quand même être capable de les traiter par lot avec un langage adapté qui est Cypher, dont on parlera juste après. Tout ça est orienté autour d'un ensemble de technologies que je vais vous décrire un peu par la suite. Alors, quelques exemples, je vous parlais de performance. C'est intéressant d'illustrer. On a un de nos clients sur la gauche qui est présenté ici, qui utilise Neo4j pour faire de la promotion en temps réel. Il faut se rendre compte que c'est une sorte de retailer, discount, hard discounter, qui a donc des ventes records le jour des Cyber Monday, puisqu'il dispose d'un volet web, ce vendeur. Et il fallait gérer 35 millions de transactions quotidiennes et de 3 à 22 sauts par transaction. Donc, vous savez, ces principes de moteur de recommandation pour les chaussures rouges, ils vont beaucoup plus loin ils vont catégoriser les produits, ils vont catégoriser les personnes, ils vont faire de la data science par-dessus. Et donc, ça générait 3 à 22 sauts au sein du graphe, ce qui était tout à fait impossible à faire avec une base de données classique SQL ou une base de données non graph native. Avec Neo4j, ils sont capables de réaliser des requêtes en moins de 4 millisecondes. Et sur ce projet-là, on a remplacé IBM WebSphere Commerce, qui était basé sur une base DB2 qui n'était pas adaptée à ce genre de traitement. Alors attention, hein, je parle beaucoup d'SQL. Ne vous méprenez pas, j'ai rien contre SQL, ça marche très bien pour plein de cas d'usage. Simplement, j'illustre ici les cas d'usage pour lesquels les bases de graphes vont apporter une valeur. Le deuxième usage qui est intéressant ici, c'est Marriott. Donc Marriott, qui est une chaîne d'hôtels, qui avait besoin de faire des calculs temps réel de ses prix. Il faut se rendre compte que 300 millions de prix sont calculés par jour, ce qui est assez phénoménal. Et on a été capable de réaliser 10 fois plus de transactions de calcul sur moitié moins de matériel comparé à la base d'Oracle qui a été remplacée sur ce projet. Donc, il y a une vraie valeur à utiliser pour différents métiers, une technologie de base de données de graphes. Le dernier point, le dernier cas d'usage, ici sur la perf, c'est le routage de colis en temps réel. Donc, évidemment, une topologie, une carte de livraison. Le problème du voyageur de commerce, vous l'avez peut-être appris à l'école, si vous avez fait des mathématiques dans le supérieur, vous avez travaillé sur la théorie des graphes. Si je vous parle de Léonard Euler, qui est l'inventeur de la théorie des graphes en 1600 à peu près, ça doit vous dire quelque chose. Eh bien, le problème du voyageur de commerce, c'est un problème de graphe, évidemment. Donc, une topologie, une carte vue de dessus, c'est un énorme graphe. Et ce service postal de plus de 500 000 employés utilise Neo4j pour router 7 millions de colis par jour pendant les pics, avec plus de 5 000 opérations de routage. Donc, il y a 7 millions de colis qui sont routés et ça déclenche 5 000 opérations de routage par seconde. C'est assez phénoménal. Il faut se rendre compte que Neo4j pilote finalement le routeur physique dans l'entreprise. Vous avez un entrepôt avec des tapis roulants et vous avez des colis qui tombent dans des bannettes et la bannette dépend de l'endroit où doit être livré le colis. Et le routeur physique est piloté par des calculs de graphes Neo4j. Alors, je vois qu'il y a des commentaires dans le chat. On prendra les commentaires à la fin de la présentation et on essaiera de répondre au mieux à vos questions. Donc, ce qu'on note aussi, c'est qu'il y a une tendance, une synergie qui s'opère de plus en plus entre les graphes en tant que tels et finalement tout ce qui est sciences de la donnée, apprentissage machine, intelligence artificielle. Et on le voit de différentes manières. On voit qu'il y a une montée de l'intérêt par le nombre de publications scientifiques qui lient graphes et intelligence artificielle, par exemple. Vous voyez le nombre de publications. On arrive pas loin à 5000 alors qu'on était une petite centaine avant 2012. Donc les choses ont beaucoup évolué. On s'est rendu compte aussi de la tendance avec le téléchargement d'un autre livre qui a été coécrit par des collègues, donc Mark Needham et Amy Holder, qui sont tous les deux statisticiens, data scientists pour Neo4j. L'un en Angleterre et l'autre aux États-Unis. Donc, il y a plus de 100 000 téléchargements aujourd'hui et 20 000 copies du livre ont été téléchargées les 2 premières semaines, ce qui est assez exceptionnel pour un livre purement technique.
Donc, comment ça se fait, ça? Eh bien, tout simplement, on va être capable, avec un graphe, de donner du contexte à l'IA. Souvent, les IA, leur problématique, c'est qu'elles n'ont pas de contexte. Quand vous lui demandez de reconnaître un visage, c'est bien de donner un contexte. Comme ça, on sait que sur la tête, ce n'est pas un chapeau pour aller faire la fête et sortir en ville, mais c'est plutôt un casque de chantier. Et donc, on est capable, grâce au contexte, de mieux identifier ce qu'on a à afficher à l'écran et le visage de la personne ou même la personne. C'est un exemple, mais ça permet une meilleure précision aussi pour tout ce qui est apprentissage machine. Puisqu'en donnant du contexte, on va être capable d'avoir des meilleures prédictions finalement. Et on se rend compte que ces besoins sont multi-industries. On voit ça dans le bâtiment, on voit ça sur Internet, on voit ça au niveau médical ou au niveau marketing avec différents clients. Donc c'est vraiment partout aujourd'hui. La donnée, les relations entre les données ont une vraie valeur en entreprise aujourd'hui. Alors, parmi les exemples, j'ai 3 exemples à vous donner. Le premier chez AstraZeneca, donc, qui est une société qui fait des médicaments et qui s'est intéressée au parcours client. Donc, ils ont compilé 3 années de visites, de tests et de diagnostics et des dizaines de millions d'enregistrements, donc d'informations relatifs à des patients. Et ils ont recherché des similarités dans les parcours de soins. Et de par ces similarités, en appliquant des algorithmes de graphes, ils ont été capables d'identifier des communautés et les meilleurs endroits où intervenir pour améliorer les choses. Donc, on peut identifier des communautés de patients qui ont eu des parcours de soins positifs, donc qui sont soldés avec une rémission ou carrément des personnes qui ont été soignées, qui ont été guéries. Et à côté, des parcours de soins qui ont été moins bons. Et donc, qu'est-ce qui diffère entre les 2 parcours de soins? Et qu'est-ce qui diffère entre les 2 communautés? C'est le genre de calcul qu'effectue AstraZeneca avec Neo4j. Un deuxième exemple, donc Meredith Marketing, qui avait besoin d'identifier les anonymes. C'est des choses que j'ai rencontrées aussi chez des clients français, où les gens, vous savez, il y a des sites internet où on va commander, on va acheter des choses et on ne va pas avoir besoin de s'identifier pour passer à l'acte d'achat. Et ça provoque une problématique pour le vendeur, c'est qu'il est incapable du coup, il ne voit que des acheteurs différents. Il n'est pas capable de vous reconnaître. Et donc, il n'est pas capable de vous proposer une expérience personnalisée. Ce qui pose des soucis évidemment à des sociétés dont c'est le métier, de vous personnaliser au maximum les publicités. Eh bien, concernant Meredith, il y avait une majorité d'utilisateurs anonymes, multi-terminaux, multi-sites avec des cookies changeants. Donc, autant vous dire que reconnaître un utilisateur, ce n'était pas évident. 4,4 téraoctets de données, donc 14 milliards de nœuds et 20 milliards de relations. Donc, c'est un beau graphe qui commence à être de bonne taille. Et on a pu identifier plus de 160 millions d'utilisateurs uniques pour créer des profils persistants. Donc, c'est ça qui est bien, c'est que vous ne vous rendez pas compte, je fais un peu de prévention, je dirais ici sur Internet, vous ne vous en rendez pas compte, mais quand vous êtes sur Internet, vous laissez une empreinte. Même si vous cherchez à vous anonymiser avec un pseudonyme sur un réseau social, vous avez quand même laissé une empreinte de par les j'aime que vous avez laissés, de par les pages que vous avez visitées, de par les personnes avec qui vous êtes connecté. Donc, si vous cherchez à vous cacher, vous qui êtes au milieu de cette kyrielle, de ce nuage de points, en vous anonymisant, le problème, c'est qu'il suffit que vous ayez mis votre nom ailleurs et que vous ayez les mêmes connexions pour qu'on puisse vous matcher, vous reconnaître par votre empreinte relationnelle. Donc, c'est très utile pour les entreprises, par exemple pour les Master Data Management, pour les référentiels d'entreprise, pour être capable de réconcilier des données qui sont issues de plusieurs bases de données différentes. C'est un autre exemple. Mais là, je m'égare et je ne vais pas aller plus loin. Un autre usage pour l'IA et l'apprentissage machine, la fraude financière, et donc la détection de la fraude et le recouvrement. Donc, il faut se rendre compte qu'il y a près de 110% des fraudes qui n'étaient pas détectées sur une de ces banques, les 10 plus grandes du monde en chiffre d'affaires. 70% des fraudes n'étaient pas détectées. Et on a réalisé un graphe de plus d'1 milliard de nœuds et 1 milliard de relations qu'il a fallu analyser. Et donc, ce graphe a été analysé avec des algorithmes qui ont permis d'identifier plus de 10 millions de fraudes la première année. Donc, c'est assez exceptionnel. Alors, des fraudes, ce n'étaient pas des faux positifs, c'était des vraies fraudes. C'est ça l'intérêt ici, c'est d'éliminer au maximum les faux positifs. Donc, ici, on parle par exemple de fraude en réseau, où un ensemble de personnes vont utiliser des fausses identités pour essayer de créer des faux accidents, par exemple chez un assureur, et
et générer du coup des remboursements sur des accidents qui n'ont jamais eu lieu. Ou dans les banques, faire des fraudes à la carte bleue avec des fausses cartes, et donc identifier les fausses cartes de par le parcours de la personne sur le site d'achat, avant l'achat, ou les relations qu'on peut avoir avec les adresses IP. Toutes ces informations de connectivité nous permettent d'améliorer la détection de fraude. Alors, derrière tout ça, il y a une technologie sous-jacente dont je vais vous parler un petit peu. Je vous ai introduit un petit peu tout à l'heure l'écosystème Neo4j. Donc, tout s'articule autour d'un cœur qui est basé sur la base de données de graphes Neo4j, donc qui existe, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, depuis à peu près 2000, open sourcé en 2008, en 2004 et société créée en 2008. Avec aujourd'hui donc plusieurs milliers de clients, et on est à peu près quasiment 400 employés, dont une équipe française qui ne fait que grossir. Vous voyez donc que l'outil ici s'articule avec une expérience développeur et des administrateurs qui vont être capables d'interagir avec la base de données en développant des applications qui utilisent des pilotes et des librairies qui sont disponibles pour quasiment tous les langages du marché. Tous les grands langages du marché ont un pilote natif Neo4j développé par Neo4j et édité, maintenu, supporté par Neo4j. Quelques langages un peu exotiques disposent d'un support communautaire. C'est l'avantage d'avoir un produit qui a un cœur open source comme Neo4j, c'est que la communauté peut compléter les fonctionnalités qui pourraient manquer dans le produit et parfois nous éclairer sur des directions à prendre pour faire évoluer la technologie. Nous disposons aussi d'outils qui permettent aux utilisateurs métiers d'aller explorer sans devoir coder. C'est la différence avec les développeurs et les admins, c'est qu'il n'y a pas besoin de coder pour l'utilisateur métier, pour aller explorer et afficher son graphe, le parcourir, le déplier, le replier, cacher des nœuds. On a un outil qui s'appelle Bloom qui permet de le faire, dont je vais vous parler un peu après. Le dernier volet sur la droite est pour les analystes, les statisticiens, donc tout ce qui est data science, sciences de la donnée. On a besoin d'outils d'analyse différents qui soient packagés, intégrés au produit et qui permettent d'interagir avec la suite Neo4j très facilement. Et c'est ce que propose justement l'écosystème Neo4j. Vous voyez que tout ça repose en fait sur une couche d'intégration de données. Donc, il est possible d'intégrer des données assez rapidement avec notamment l'outil Kettle Remix, qui permet ou n'importe quel ETL du marché, ceci dit, qui permet d'aller récupérer les données dans vos systèmes sous-jacents, systèmes existants, historiques, et d'aller charger la base de données Neo4j pour pouvoir en tirer l'avantage des données connectées. Alors, on a parlé des fonctions bas niveau. Maintenant, il est question de s'intéresser un peu au langage Cypher et notamment à la notion de graphe de propriété dont je vais parler un peu avant. Qu'est-ce qu'un graphe de propriété et comment on fait pour le requêter, comment on fait pour l'afficher et stocker les nœuds dans un graphe les informations dans un graphe de propriété? Eh bien, tout simplement, si vous regardez ici, vous avez deux notions. Vous avez la notion de nœud et la notion de relation. Donc, on peut considérer que les nœuds représentent des objets et sont les noms dans une phrase, là où les relations interconnectent les nœuds et représentent des actions. Un employeur est situé dans une ville et donc l'action serait un verbe dans une phrase. Donc, vous avez ici un exemple. Donc, si je prends un employé ici qui va avoir des propriétés, donc qui sont des clés-valeurs, et c'est là où on stocke les informations. Donc, avec un nom, Amy Peters, une date de naissance et un numéro d'employé, un identifiant. Donc, ça, ce sont les informations qui sont attachées au nœud. Il y a le même fonctionnement pour les relations. Donc, les relations sont, comme les nœuds ont un type, vous voyez qu'il y a des nœuds de type employé, employeur et ville, les relations ont aussi un type et peuvent aussi porter des propriétés qui sont elles-mêmes des clés-valeurs. C'est assez simple, il n'y a rien d'autre en termes de possibilités de stockage dans Neo4j, c'est le modèle de données. C'est pour ça qu'on parle de modèle semi-structuré, puisque c'est la méthodologie pour stocker l'information dans le système. Si on compare un petit peu Neo4j aux autres typologies de bases de données, je l'ai un peu fait au préalable, les bases de données relationnelles sont très bien pour stocker, extraire des données, gérer des listes. C'est utile pour plein de choses et ça le sera pendant encore longtemps, je pense. Les bases de données NoSQL ont leur valeur aussi, elles permettent d'agréger, de filtrer les données, elles sont en général utilisées pour des requêtes longues
ou des requêtes de filtration, ou des requêtes de type business intelligence, donc informatique décisionnelle. Voilà où on va retrouver essentiellement les usages NoSQL. Vous m'en voudrez pas de vulgariser, hein, j'espère pour les experts qui seraient sur la présentation. Neo4j, quant à lui, permet de s'intéresser aux interconnexions, donc aux relations entre les données, et notamment permet une vision temps réel de ces connexions. Vous pouvez très bien voir en temps réel les nœuds s'ajouter, s'enlever au sein du système et prendre des décisions qui, elles, seraient calculées en temps réel aussi, en plus des actions, des fonctions de data science. Un petit exemple de ce que peut dire Volker Patcher, donc qui est développeur senior chez eBay, un de nos clients. Notre solution Neo4j est littéralement des milliers de fois plus rapide que la précédente solution MySQL, avec des requêtes ayant 10 à 100 fois moins de lignes. Ça, c'est grâce au langage Cypher dont on va parler un peu après. Je vous ai parlé plusieurs fois aussi d'interconnexion, d'être capable d'aller récupérer des données qui seraient silotées dans mes systèmes existants pour utiliser la puissance de Neo4j et interconnecter ces systèmes. Donc, en fait, c'est ce que vous permet Neo4j assez simplement, hein, de passer d'un monde qui est cloisonné à un monde qui serait fortement connecté et interconnecté. Et donc, bénéficier des avantages dont je vous ai parlé précédemment. Donc, Neo4j est conçu pour des charges adaptées aux entreprises. Donc, ça permet de passer à l'échelle. On l'a vu tout à l'heure avec la question de performance et le fait que Neo4j soit une base de données de graphes native. Il y a une couche de sécurité qui a été d'ailleurs grandement améliorée avec la version 4 de Neo4j qui permet un contrôle d'accès au niveau le plus bas. Donc, vous pouvez avoir un contrôle d'accès à la donnée unitaire la plus basse. Et donc, vous pouvez finir des accès en fonction des valeurs des propriétés des nœuds. Donc, si un nœud n'a pas la propriété nécessaire, alors il ne sera pas affichable. Par contre, il sera quand même traversable. Donc ça, c'est tout à fait exceptionnel. C'est le fait de pouvoir traverser des nœuds, hein, puisqu'on est dans un graphe, on a une chaîne de nœuds, et on ne peut pas couper la chaîne parce qu'il y a un problème de droit d'accès à ce nœud-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va permettre la traversée du nœud. On sait qu'il y a un nœud, mais on ne sait pas ce que c'est. Et on ne connaît pas les détails de ce nœud. Donc, c'est très utile, c'est indispensable dans notre cas d'usage, mais c'est aussi très utile d'un point de vue métier, puisque ça permet de faire des choses qui ne sont pas faisables aujourd'hui avec d'autres technologies, pour lesquelles, quand on n'a pas accès à une ligne dans une table d'une base MySQL, c'est simplement bloqué. Hein, la requête n'affichera rien. Et il n'y aura rien à. Vous ne saurez même pas que ça existe. Mais avec Neo4j, c'est des choses qui sont différentes. La notion de flexibilité est aussi importante. C'est lié au fait que la modélisation soit semi-structurée avec Neo4j. Donc, vous avez la possibilité d'étendre et de rajouter des nœuds de types différents des nœuds qui ont déjà été chargés préalablement dans la base. Hein. Ça veut dire qu'en SQL, vous devriez dans ce cas-là casser le modèle, refaire le modèle pour rajouter des tables, reconnecter ces tables au reste de la base de données et ensuite seulement charger les données dans le système. Avec Neo4j, ce n'est pas nécessaire. Il suffit de rajouter des nœuds de type différent, du nouveau type, à l'intérieur du système et ça continuera de fonctionner. Et la beauté de la chose, c'est qu'en fonction de la façon dont vous avez écrit vos requêtes, ces nœuds-là, vous pourrez les traverser. Même si le type est nouveau, même si le type était inconnu au préalable. Et vous pourrez quand même les traverser et donc les traiter par lot et donc en récupérer la valeur. Parlons maintenant de Neo4j pour la science de la donnée et on a notamment une librairie qui s'appelle Graph Data Science. Donc, vous voyez qu'on a déposé le nom, vous voyez le petit TM qui est à côté, donc GDSL, vous m'entendrez peut-être parler de ça un peu par la suite, Graph Data Science Library. Qui permet d'aller faire des traitements par lot. Donc, il s'agit ici de faire du calcul de graphe complet. Donc, on va analyser son graphe dans son entièreté. Donc, ça va prendre du temps. Ce n'est pas fait pour être fait en temps réel. C'est fait pour faire du calcul batch le plus rapide possible. L'objectif étant de calculer des agrégats. Par exemple, on va regarder la moyenne des chiffres d'affaires, ce genre de choses. Et on va aller faire de l'intelligence artificielle. On va essayer de mettre en place des automatismes. On va essayer d'aller faire de la prédiction, essayer de deviner ce que sera le graphe demain, ce que seront les données demain. Donc, qu'est-ce que demain Pascal va acheter? Étant donné qu'il a voulu acheter des chaussures rouges, est-ce que demain, il ne va pas vouloir acheter des chaussures d'une autre couleur ou autre chose, mais d'une couleur rouge? Donc, on va utiliser la librairie de Graph Data Science pour ce sujet-là. Cette librairie s'appuie sur une base de données Neo4j.
Donc, en fait, vous allez charger en mémoire une partie du graphe et vous allez le traiter massivement par l'eau. Et ensuite, vous pourrez reverser les résultats agrégés au sein de la base de données de graphe Neo4j pour pouvoir les parcourir eux-mêmes en temps réel. Et vous pourrez les parcourir de manière intuitive en utilisant Neo4j Bloom. Neo4j Bloom, qui est l'outil dédié au métier, au business dont j'ai parlé tout à l'heure, pour aller explorer et parcourir son graphe sans devoir coder. Donc, vous voyez que c'est complètement intégré, c'est une suite qui est complètement intégrée et qui est faite justement pour obtenir des résultats simples et rapides. Alors, les résultats ont beau être simples, on s'appuie quand même sur des algorithmes qui sont assez costauds, qui permettent de calculer la connectivité, les degrés de connectivité, de découvrir la topologie du graphe, donc comment le graphe et les données sont interconnectées. Ces algorithmes sont hautement parallélisés. Donc, en fait, si vous avez des machines multicœurs ou un cluster, vous allez bénéficier… Alors, un cluster, non, je vous dis une bêtise, c'est monomachine. On va être capable, monomachine, on va être capable de monter verticalement très facilement sur la graph data science. Sur le passage en cluster pour la graph data science, il y a je mets une petite étoile qu'il faudra expliquer si jamais vous êtes dans ce cas-là. Donc, hautement parallélisé, en tout cas sur une machine, et on peut passer à l'échelle sur des dizaines de milliards de nœuds. Il faut se rendre compte aussi quand même, vous avez besoin de moins de puissance avec Neo4j pour faire ce pourquoi il a été inventé, à savoir des calculs de graphes. Là où vous feriez du brute force, c'est-à-dire des calculs massifs de toutes les données, y compris les données pas utiles dans mon calcul, avec une techno non graphe native, avec Neo4j, les données qui ne rentrent pas dans le calcul sont simplement ignorées, ce qui fait que c'est extrêmement rapide. Et ça, c'est lié à la nativité du graphe, du stockage graphe sur le disque dur. Les données qui ne sont pas intéressantes dans un calcul, qui ne sont pas utilisées dans un calcul, elles ne rentrent pas dans le calcul, elles sont ignorées. Ce qui n'est pas le cas finalement avec des technos non graph natives. Alors, il faut se rendre compte que l'espace de travail sur lequel vous allez travailler pour vous réaliser vos analyses, il est complètement intégré et basé sur l'expérience utilisateur Neo4j. Il est optimisé et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez travailler en partie en mémoire, en partie sur le disque dur. Et ce qui est intéressant, vous allez pouvoir reverser les résultats des calculs de la graph data science au sein de votre graphe transactionnel qui, lui, est exécuté tous les jours en temps réel. Et donc, par exemple, pour des calculs de score de produits que vous allez faire en graph data science, vous allez pouvoir les rajouter au sein de votre graphe transactionnel de recommandations temps réel de produits pour les chaussures rouges. Alors, ça s'articule autour de plus de 50 algorithmes de graphes qui sont intégrés dans Neo4j avec la GDSL. Alors, vous m'excuserez, je n'ai pas traduit les algorithmes, je n'ai pas eu le temps de le faire. Ceci dit, on peut facilement comprendre de quoi ils retournent parce qu'ils sont regroupés par catégorie. Donc, vous avez en vert ici la catégorie recherche et cheminement. Donc, il s'agit d'aller faire une analyse d'impact. J'ai un serveur qui tombe en panne, quels sont les clients qui sont attachés à mon serveur? Ou quel est le chemin plus court entre Pascal et les chaussures rouges pour pouvoir bien lui vendre? La centralité, les algorithmes de centralité ou d'importance vont permettre d'identifier, par exemple, un influenceur. Donc, moi, je veux trouver un influenceur pour aller le voir et lui proposer une campagne marketing pour pousser mon produit. Un influenceur YouTube, par exemple. Détecter des communautés. Donc là, on va essayer de regrouper des groupes, des clusters, des ensembles de personnes, des foyers, par exemple, de contamination dans le cas d'un graphe de Covid. Alors, je pense que c'est d'actualité. On va être capable, avec la catégorie prédiction de liens, d'aller cette fois-ci dans la prédiction, dans l'avenir. Qu'est-ce qui va se passer demain? J'ai ces données-là aujourd'hui, mais comment est-ce qu'elles vont évoluer demain? Et on utilise pour ça, par exemple, on n'est pas bloqué à cet exemple-là, mais je vous en donne un, la structure la plus solide dans un graphe, c'est un triangle. Donc un triangle, c'est composé de 3 points, comme vous le savez, qui sont reliés par des relations. Ce qu'on va chercher, c'est les parties du graphe qui n'ont que 3 points, pardon, mais qui sont reliés avec simplement 2 relations. Vous voyez, il manque une relation dans mon… Si vous regardez mes doigts, il manque une relation dans mon triangle. Et donc, on va chercher les triangles qui ont le plus de chances de se fermer demain. Et pourquoi certains triangles ont plus de chances que d'autres de se fermer demain? Tout simplement parce qu'il y a le poids des relations qui sont autour. Vous savez, vous connaissez le vieil adage, l'ami de mon ami est mon ami. Comment c'est possible ça? C'est tout simplement parce que
l'ami de votre ami va devenir votre ami parce que demain, vous allez faire une soirée, un repas avec lui, parce que vous avez une relation, vous avez un ami en commun. Et donc, le poids de la relation, le poids de votre amitié directe va vous pousser à discuter l'un avec l'autre. Ça ne veut pas dire que ça va arriver, mais en tout cas, ça aura plus de chances d'arriver que si vous parliez à un inconnu. Les algos de similarité, donc on peut par exemple comparer deux graphes. Imaginez que vous ayez, tout à l'heure j'ai donné l'exemple de cette société de marketing qui avait des problématiques de données anonymes extrêmement importantes dans son système. On a besoin de trouver des similarités entre deux parties du système, entre deux profils différents qui sont eux-mêmes une kyrielle de données et de nœuds connectés. Hein. C'est votre graphe relationnel. Donc on va comparer deux graphes relationnels et on va vérifier quelle est la similarité de ces deux graphes relationnels pour vérifier s'assurer que vous soyez la même personne ou pas. Et ensuite, il est question d'imbrication. Donc cette fois-ci, on va regarder comment deux graphes sont imbriqués l'un dans l'autre pour pourquoi pas les détacher pour des usages bien spécifiques. Et il y a des fonctions qu'on a eu du mal à classer, mais qui existent aussi dans le système. Il faut savoir que dans le livre sur les graphes algorithmes qui a été écrit par mes collègues, vous avez ces algorithmes qui sont expliqués. Je vous invite à le télécharger. Et si je ne m'abuse, Eva confirmera peut-être, il est disponible, je pense, toujours gratuitement sur neo4j.com/book, en e-book évidemment. Donc, cette librairie de sciences de la donnée, elle a pour objectif d'être pratique, hein, simple à utiliser. Donc, on a standardisé, vous avez vu les algorithmes, et simplifié pour vous permettre d'interconnecter ces algorithmes les uns avec les autres et de démarrer facilement. L'objectif étant de donner à l'utilisateur une expérience de travail agréable, avec notamment des espèces de garde-fous sur la gestion de la mémoire. Vous savez, quand on fait du Python ou d'autres technologies ou du C, on peut très bien exploser la mémoire et on est obligé de redémarrer l'ordinateur pour que tout refonctionne. Ou alors on bloque complètement les performances et on n'arrive plus à avancer. Eh bien, dans l'écosystème Neo4j, on a mis en place des protections pour éviter ces problèmes-là. Et lorsqu'il y a des problématiques qui ont été identifiées, on va suggérer des corrections possibles. Ce qui arrive aussi souvent quand on fait de la science de la donnée, c'est de devoir remodéliser en fait. Et les fonctions de remodélisation dans un graphe sont quand même beaucoup plus simples, puisque vous vous rendez compte que étant sans schéma, ou en tout cas avec un schéma très simple, qui est basé sur des nœuds et de relations, c'est beaucoup plus simple de refactorer, de reconstruire, de remodeler sa base de données que si on avait des tables qui sont rigides avec les nœuds, les données stockées à l'intérieur, avec notamment des données qui seraient fortement dénormalisées. Donc c'est beaucoup plus simple. Et le dernier point, pour mettre l'accent sur l'expérience utilisateur, c'est Bloom. Donc, vous voyez ici une petite capture d'écran. Je vais peut-être, si on a le temps, vous le présenter à la fin de cette présentation. J'essaierai de vous faire une petite démo de l'outil Bloom, qui est cet outil de visualisation et d'exploration de graphes, et notamment qui permet aux équipes de collaborer les unes avec les autres. J'ai vu un bout de graphe qui est sympa, je vais le partager avec mes collègues. C'est une fraude identifiée, je vais partager avec mes collègues pour qu'ils puissent eux-mêmes vérifier la fraude, vérifier si je me suis trompé, ou puissent collaborer ensemble, ou enrichir mon travail. Donc justement, parlons de Bloom, cet outil qui permet d'explorer les graphes, de prototyper des concepts et de collaborer avec les équipes. Donc Bloom, l'interface de Bloom est assez simple. Vous avez un moteur de recherche, c'est un peu le Google du graphe. À l'origine, le canevas, le fond est vide, il n'y a pas un nœud qui est affiché. Vous tapez un mot-clé, je tape chaussure rouge par exemple, j'appuie sur Entrée, le nœud chaussure rouge s'affiche et je vais pouvoir ensuite aller explorer, exposer le graphe pour aller retrouver Pascal et Cédric qui s'intéressent tous les deux à des chaussures rouges sur mon graphe visuel à Neo4j. Donc, on peut personnaliser la couleur et la taille des icônes. Vous pouvez zoomer, dézoomer, et vous avez un navigateur pour éditer aussi les données. Donc, vous pouvez éditer, vous pouvez créer un jeu de données en utilisant Neo4j Bloom. Rajouter des nœuds, modifier les propriétés des nœuds, les ajouter, et ajouter les relations et les propriétés des relations. C'est plutôt pratique pour se créer des jeux de données rapidement lorsqu'on fait des tests. Donc, les développeurs aussi trouveront leur intérêt, je pense. Alors, quelques exemples typiques d'usage de Neo4j. Eh bien, la recommandation, je vous en ai parlé plusieurs fois, recommandation temps réel de produits. C'est au moment où vous êtes sur le site web en train d'acheter, chercher des chaussures qu'il faut vous recommander les chaussures rouges. Ce n'est pas une fois que vous avez quitté.
Donc pour ça, il faut un moteur de recommandation qui soit temps réel. Et autant avoir un moteur de recommandation qui soit le plus proche possible de la réalité des données. Si vous pouvez faire du batch la nuit, ce n'est pas un problème. Mais vous ne verrez pas les nouvelles données, les nouvelles informations qui correspondent à l'expérience utilisateur de votre client qui a lieu actuellement. Votre client, il a déjà parcouru 10 pages web avant d'arriver à cette page-là, sur laquelle vous voulez recommander les chaussures rouges. Et donc, ces 10 pages web qu'il a déjà vues sur votre site ou les cookies qu'il a dans son navigateur sont utiles pour améliorer la recommandation. Et surtout que vous savez que les gens sont impulsifs. Donc, il faut recommander le produit au moment où l'impulsivité a le plus de chances d'arriver. Donc, il faut vraiment un moteur de recommandation qui soit avec les données les plus à jour possibles. La gestion des risques, on a parlé de conformité avec les lois, on a parlé de détection de fraude, voilà, ou la cybersécurité. Ce sont des questions aussi, analyser les logs des firewalls, par exemple, c'est quelque chose qui se fait très très bien dans un graphe. Et la question RH aussi, hein, vous avez des personnes qui ont des profils. On travaille actuellement avec, je ne peux pas vous nommer le client, mais c'est un pôle emploi européen, voilà, je pourrais vous le définir comme ça, une société, un établissement public de recherche d'emploi. Et avec Neo4j, on arrive à trouver des relations entre des profils, des compétences, des demandes des employeurs qui se font assez simplement. Et on utilise à la fois la data science pour calculer des scores d'appétence basés sur les graphes et détecter des communautés. Et à côté, le temps réel, le graphe temps réel qui permet de connecter des triangles et fermer des triangles rapidement. La notion de la sécurité, on en a déjà parlé un petit peu. Et l'orchestration de données pour gérer des workflows sont aussi des cas d'usage qu'on voit beaucoup. Si je vous parle de CMDB, par exemple, c'est un cas d'usage qu'on voit beaucoup, y compris dans la banque, par exemple. Il y a beaucoup de clients, y compris bancaires, qui utilisent Neo4j pour la CMDB. Donc la CMDB, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la topologie des applications, la façon dont les applications sont interconnectées les unes avec les autres et quelles données elles échangent. Donc, ce qui fait que si vous modifiez une application quelque part, quel est l'impact sur le reste du système? Il y a la même question d'un point de vue technique. Les opérateurs mobiles aussi ont cette problématique-là. Mais en fait, toutes les grandes entreprises, à partir du moment où les entreprises hébergent des serveurs chez elles, ou des postes clients, ou des gens en télétravail, il y a une question de topologie qui va se poser, et donc de CMDB. Alors, dernière partie, avant la démo, j'espère, parlons de Neo4j dans le cloud. Alors, c'est quelque chose qui est nouveau à l'échelle de Neo4j. Hein. C'est quelque chose qui a 1 an et demi, maintenant, peut-être 2 ans. Donc, vous avez la possibilité de déployer Neo4j as a service avec la plateforme Aura. Donc, je vous invite à aller vérifier, à aller tester, hein, neo4j.com/Aura. Donc, ça, c'est un SaaS qui est entièrement géré par Neo4j avec un tarif basé sur la consommation. C'est du cloud géré par l'éditeur. Ensuite, vous avez le CMS, Cloud Managed Services. Donc, c'est tout simplement, vous avez votre propre hébergeur cloud. Vous êtes chez Amazon ou GCP ou Azure ou ailleurs. Et vous avez besoin, vous ne souhaitez pas administrer vos serveurs. Vous ne souhaitez pas faire les mises à jour de Neo4j. Vous souhaitez que quelqu'un s'en charge. Et tant qu'à faire, pourquoi pas l'éditeur? Donc, on est capable de vous proposer un service de gestion qui est un service premium par les experts Neo4j pour gérer votre installation et votre bonne exécution de votre cluster Neo4j. Et le dernier point, c'est l'auto-hébergement. C'est des clouds qui sont privés, donc vous avez des clouds internes à votre entreprise. On le voit beaucoup chez toutes les grandes entreprises du CAC 40. Et vous souhaitez malgré tout que nous nous occupions de ça. Eh bien, c'est quelque chose qu'on peut faire. Alors, parlons de Neo4j Aura, une petite capture d'écran, vous voyez un peu à quoi ça ressemble. C'est quelque chose qui est très simple. Ça a été fait pour être vraiment simple à mettre en place et à utiliser. Zéro administration. On peut passer à l'échelle dynamiquement, donc rajouter des cœurs ou rajouter de la mémoire. C'est sécurisé et fiable, sans les soucis pour vous. C'est-à-dire que c'est nous qui gérons la question de la sécurité et de la fiabilité, et c'est tarifé à la consommation. Donc Aura, donc fiable, puissant, abordable, et je vois et facile, c'est ce qu'on peut retenir du système. Donc ça démarre dans la minute, les mises à jour sont automatiques, ça passe à l'échelle à la demande et il n'y a pas d'interruption. C'est toujours allumé, il y a un chiffrement de point à point. Bon, je ne vais pas vous relire la diapo qui est sous vos yeux, mais vous voyez bien qu'on est dans un cloud classique d'éditeur qu'on trouve sur le marché aujourd'hui. À disposition,
Et n'hésitez pas, on a actuellement des offres fin d'année. N'hésitez pas à me contacter si vous avez un intérêt pour Aura. CMS, j'en ai parlé un petit peu un petit peu au préalable. Concrètement, c'est nous qui allons gérer le cloud pour vous chez votre fournisseur de cloud. Hein. Et on est capable d'assurer tout le service que vous pouvez imaginer dans ce cas-là. Le tarif est basé en fonction de vos besoins. Donc, on va complètement personnaliser le tarif et la solution en fonction de ce dont vous avez besoin, en fonction du fournisseur de cloud avec lequel vous travaillez. Il faut savoir que nous-mêmes avons des partenariats avec tous les plus grands fournisseurs de cloud du marché. Nous avons nous-mêmes des bonnes relations avec eux qui nous aideront grandement dans ce cadre-là. Alors, je vais vous demander de prendre date avant de passer à la démo. Le 16 septembre prochain, il y a une formation en ligne, Neo4j, les basiques. Donc, vous allez trouver ça sur neo4j.com/events et vous avez la possibilité de trouver les événements en France avec un filtre qui est présent dans cette page pour retrouver facilement ces deux formations. Donc, le 16 septembre, formation les basiques, c'est la formation qui peut suivre cette présentation très bien. Le 9 octobre, la formation, la modélisation Neo4j. Donc, on va aller un petit peu plus loin et on va vous expliquer quels sont les critères et les règles, les bonnes pratiques pour créer un graphe. Qu'est-ce que je mets dans les nœuds? Qu'est-ce que je mets dans les relations? Comment j'éclate mon graphe plutôt que d'avoir un seul nœud avec plein de propriétés? Est-ce que je n'ai pas intérêt, dans certains cas, à transformer ces propriétés en nœuds et les relier au nœud d'origine? Voilà, c'est les choses que vous allez apprendre au cours de cette formation. Alors, j'ai une question à vous poser, et je vous invite à vous la poser actuellement. Hein. Quel sera votre prochain projet de graphe avec Neo4j? Vous pouvez télécharger le Neo4j Desktop, que je vais vous montrer immédiatement. Et ma question pour vous, c'est qu'est-ce que vous allez en faire? Avec quoi vous allez évaluer Neo4j? Posez-vous la question. Quel est le métier sur lequel j'ai des problèmes? Quel est le projet informatique sur lequel j'ai un modèle de données qui fait un mur entier de tables? Et en fait, peut-être est-ce que je ne suis pas en train d'utiliser des graphes sans le savoir? Et mal, puisque j'utilise une technologie qui n'est pas faite pour. Est-ce que je n'aurais pas intérêt à sortir une partie de ces données-là, les mettre dans un graphe pour les utiliser? Donc ici, il s'agit du Neo4j Desktop qui est téléchargeable gratuitement, y compris pour vous qui êtes en entreprise. Vous le téléchargez gratuitement, y compris pour les utilisateurs open source. Vous le téléchargez gratuitement. Vous avez accès à un Neo4j entreprise limité, mono-instance, 4 cœurs, mais qui va tourner très bien sur votre poste client. Et vous allez pouvoir ajouter, comme ici, en cliquant sur la touche Add Graph, ajouter des bases de données. Les exécuter, vous voyez qu'ici, comme on n'a pas beaucoup de temps pour la démo, j'ai déjà lancé mon système. Et des applications qui sont sur le dessus qui vont vous permettre d'accéder notamment à Neo4j. Donc, vous voyez le Neo4j Browser qui est ici, qui est l'outil du développeur. Donc, le Neo4j Browser est un outil qui est à destination du développeur. Je vais vous le montrer, il était sur l'autre écran, le voilà, qui est un outil qui va vous permettre de requêter dans le graphe. Mais par contre, il faut coder pour obtenir des informations. Donc, vous voyez, on obtient bien un graphe en affichage, mais je dois coder. Donc, le problème de ça, c'est qu'il faut être développeur pour pouvoir le faire. Alors, je ne vais pas vous donner, j'ai malheureusement pas beaucoup de temps pour vous donner trop d'exemples Cypher, mais il faut se rendre compte que vous avez ici des tutoriaux qui sont super bien faits. Donc, quand vous allez lancer Neo4j, vous allez obtenir directement ces tutoriaux. Et si vous cliquez ici, vous allez obtenir le Movie Graph, qui est le graphe que moi j'utilise pour ma présentation. Et vous pouvez directement créer votre graphe. Donc là, vous avez une carte qui s'est affichée. Donc, c'est un tutoriel complet que j'ai affiché. Et dorénavant, je peux passer à l'étape suivante. Donc, on vous explique point à point. On vous prend par la main pour vous expliquer comment créer votre graphe et comment le requêter. Donc, ici, vous avez des requêtes de création. Je clique dessus. Ça les affiche au-dessus. Et je peux exécuter ma requête. Je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà mon graphe qui est chargé. Ce que je vais faire, c'est plutôt vous montrer comment on requête rapidement. Donc ici, par exemple, on va rechercher, donc on regarde les parenthèses, vous voyez, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, ce qui représente le nœud. Donc je vais rechercher un nœud, et ensuite vous recherchez les accolades. J'ai une accolade ouvrante, une accolade fermante. Donc je vais rechercher un nœud dont la propriété, qui a une propriété name avec la valeur TomAnx. Je vais utiliser la variable Tom pour identifier ce nœud.
et ensuite je vais renvoyer Tom. Donc si j'exécute cette requête, je vais renvoyer un seul nœud qui est Tom Hanks. Vous voyez, c'est assez simple quand même. Je vais vous montrer une requête avec une relation. Donc ici, je vais rechercher de nouveau Tom Hanks, et vous voyez que j'ai quelque chose d'un peu différent. Donc je vais vous simplifier un peu la lecture. Vous voyez, il y a une flèche, donc tiret supérieur, qui indique, donc c'est tiret supérieur sur votre clavier, qui indique une relation entre Tom Hanks et à droite, un nœud qui n'est pas identifié, hein, mais qui a une variable qui s'appelle Tom Hanks Movies. Donc on va rechercher ici Tom Hanks qui a Actidine quelque chose. Il faut savoir que la relation Actidine, elle est automatiquement entre en source une personne et en cible un film. Donc en fait, je vais retrouver les films dans lesquels Tom Hanks il a joué. Et je vais renvoyer les deux. Et voilà, donc j'ai Tom Hanks au milieu et les films de Tom Hanks. Maintenant, j'aimerais vous montrer ceci, non pas avec du code, mais avec Neo4j Bloom, qui est l'outil qui est utilisé pour les utilisateurs métiers. Donc l'idée, c'est d'obtenir des résultats similaires sans devoir coder. Alors c'est en train de charger, je vais vous demander de patienter un peu. En attendant, je vais regarder vos questions. Alors, donc Neo4j Bloom a chargé. Moi, j'ai pu charger les questions pour la session de questions-réponses. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Il me demande, en fait, la dernière fois que j'ai travaillé sur ce graphe, il y avait un nœud qui était affiché. Il me demande si je veux réafficher cette scène. Non. Je vais partir sur un affichage, un nouvel affichage. Vous verrez, mon ordinateur est assez lent. Il faut se rendre compte que j'ai un ordinateur qui est en fin de vie, que je suis sur le point de changer. Donc, ne soyez pas trop dur avec, avec moi à ce sujet. Voilà, Bloom utilise la carte graphique de votre ordinateur pour afficher les nœuds. Donc, si vous avez un ordinateur qui a plus de 5 ans, effectivement, c'est plus compliqué. Mais si vous avez un ordinateur qui est récent, moins de 5 ans, vous avez normalement une carte graphique intégrée au CPU qui marche plutôt bien. Alors, donc je vous disais, dans cet outil, on a un moteur de recherche, c'est le Google du graphe. Donc je vais rechercher Tom. Vous vous souvenez, Tom tout à l'heure. Vous voyez que j'ai une complétion qui me propose différents Toms. Donc je vais retrouver Tom Hanks. Donc je clique sur Entrée et j'affiche Tom Hanks. Ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir double-cliquer et aller regarder les propriétés de Tom. Et vous voyez que je peux éditer et modifier donc les informations. Je peux aussi m'amuser à regarder les relations de Tom. Donc, je vois que Tom a différents types de relations. Donc, c'est un affichage tabulaire, si vous voulez, des données du graphe. Et là, je veux savoir quels sont les nœuds voisins de Tom. Donc, c'est de nouveau un affichage tabulaire pour explorer le graphe. Mais je préfère le faire graphiquement, c'est quand même plus sympa. Donc, je vais cliquer avec le bouton droit, je vais faire Expand. Et ce qui va m'intéresser ici, c'est toutes les relations. Donc, je vais regarder un petit peu ce qu'il y a autour de Tom. Et vous voyez qu'on a le même graphe que tout à l'heure, et en aucun cas, j'ai été obligé de coder. Donc, c'est quand même pas mal. Maintenant, si je clique avec le bouton droit, je vois que Tom, alors j'ai tout affiché évidemment, donc je vais sélectionner Tom Hanks, je vais cliquer avec le bouton droit, et je vais lui demander de cacher les autres nœuds. Et de nouveau, je vais cliquer avec le bouton droit sur Tom pour aller regarder quelles sont ses propriétés. Et je vois que Tom a dirigé un film, sans doute, hein, puisqu'on parle de diriger des movies. Voilà, je peux retrouver le film que Tom a dirigé. Mais j'ai une autre façon de faire. Là, c'est quelque chose d'assez simple. Hein. J'ai un seul nœud. Je peux faire ça assez rapidement. Maintenant, je vais vous montrer une autre façon de faire. On a développé un pseudo-langage qui est proche du langage naturel et qui permet d'aller requêter dans votre graphe sans devoir coder. Donc, je vais rechercher une personne avec le nom. Donc, is. Vous voyez qu'il y a une complétion qui se fait en dessous. Alors, je vais vous demander d'ignorer ça pour l'instant, mais regardez ici, vous avez une complétion qui s'opère automatiquement. Donc, une personne name, Tom Hanks. Il a reconnu le graphe, en fait. Person with name is Tom Hanks, et on a dit qu'il a directed. Vous voyez qu'il a reconnu la relation. Vous voyez qu'il a reconnu mon graphe. Et donc, si je clique ici, il va me renvoyer finalement le petit graphe que j'avais tout à l'heure. Et je n'ai pas eu à coder du cipher.
Et je n'ai pas eu non plus à explorer le graphe visuellement. Donc, c'est intéressant lorsqu'on a des questions à poser à notre graphe qui vont ressortir un peu plus d'un nœud. Parce que explorer graphiquement d'un nœud après l'autre, c'est compliqué. Donc, c'est quand même bien de pouvoir avoir un espèce de pseudo-langage pour le faire. Quel enchaînement, Cédric, quel enchaînement. Parce qu'il y a une cinquantaine de réponses auxquelles il faudrait répondre. Il nous Pas de reste souci. encore J'ai juste une petite chose à montrer, Pascal, qui est importante. Oui, Mais ça va durer moins d'une minute. Donc, je vais le faire, ça ne pose pas de souci. C'est ici, vous avez la possibilité d'écrire du Cypher. Donc, en fait, ce n'est pas vous qui allez l'écrire, ce n'est pas le métier qui va écrire Cypher, c'est un développeur. Et simplement, cette requête Cypher, elle est accessible ici. Vous voyez, il écrit search phrase. Et il propose d'ailleurs un résultat. Et je mets Tom. Je vais cacher quand même. Voilà. Bon, j'ai dû faire une erreur quelque part, c'est pas très grave. Il faut se rendre compte que voilà, ça a fonctionné de cette manière-là. Il faut se rendre compte que les search phrases peuvent être très compliquées. Et donc, vous pouvez, par exemple, ressortir un réseau de fraudeurs et l'afficher immédiatement de cette manière-là. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails de Bloom. Il y a des webinaires dédiés à Bloom. Il y a des webinaires dédiés au Neo4j Desktop et à tous les outils Neo4j. Je vous renvoie à ces webinaires spécifiques si vous souhaitez un peu plus de détails. Et Pascal, je t'écoute concernant les questions. Oui, non, je disais 50, c'est pas vraiment 50, mais je connais ta passion, ton enthousiasme. Et il est déjà midi une, mais il y a trois questions. Il y a une question concernant RGPD, et plus précisément pour retrouver toutes les traces d'un client dans l'ensemble du parc applicatif. Donc la question est la suivante. Neo4j doit-il charger toutes les données relationnelles, documents, etc., et les transformer en graphes, ou bien effectue-t-il une analyse directe des données à l'endroit où elles résident à la source? Très bien. Alors, c'est une question intéressante. Vous pouvez aller directement dans la source avec des connecteurs. Vous avez un système de procédures stockées, connexion aux bases de données sources. Donc, vous pouvez le faire en direct. Maintenant, je ne vous conseille pas de le faire. Parce que si vous ne pouvez pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Hein. Et c'est un fils de fromager qui vous dit ça. Donc, écoutez-moi. À un moment, il faut faire des choix. Et donc, si vous voulez la performance, il va falloir aller récupérer les données dans la source pour les charger au format graphe. Et ensuite, seulement appliquer vos algorithmes sur le graphe qui a été chargé. Posez-vous ici la question. On se dit toujours, hein, vous savez très bien qu'en informatique, on se dit toujours, je vais le faire qu'une fois. Vous savez ça, mais en fait, vous n'allez pas le faire qu'une fois. Vous allez le faire la première fois et vous allez le refaire et le refaire et le refaire. Pourquoi? Parce que vous allez avoir une démarche itérative. En plus de ça, en 2020, on est plutôt dans les méthodologies agiles qui sont très itératives. Donc, vous avez tout intérêt dès le début à charger les données au format graphe dans Neo4j. Maintenant, vous pouvez, si vous souhaitez, quand même, aller directement exécuter vos algos sur la base de données source. Mais attention aux performances. Pascal, on ne t'entend plus. Une autre question. Quels sont les facteurs clés de succès d'un projet graphe? Oh là que dire? J'ai envie de dire ça dépend, c'est une réponse de consultant, ça aussi. Ça dépend des projets. Mais en général, on va retrouver des données connectées, forcément. S'il n'y a pas de données connectées, pourquoi faire du graphe? Restez sur du SQL, restez sur votre base NoSQL. Mais si vous avez des relations entre les données, posez-vous la question. Est-ce que je n'ai pas des problèmes à gérer mes relations aujourd'hui? Des problèmes de perf, des problèmes de maintenance de mon code, des problèmes de requêtes qui sont extrêmement longues ou trop lentes. Dans ce cas-là, oui, il y a un intérêt. Donc, il faut déjà qu'il y ait un intérêt métier. Hein, mon métier de commercial aujourd'hui, c'est d'essayer d'identifier un intérêt métier derrière pour pouvoir justifier un changement et du coup un achat hein, d'un produit nouveau au sein d'un écosystème. Il faut justifier ça. Donc, est-ce que vous avez un intérêt métier ou un intérêt technique pour changer de technologie? Et après, en termes de succès, Neo4j fonctionne bien de manière agile. Donc, ça se colle bien avec les méthodologies agiles, puisqu'on est sur du semi-structuré, je vous l'ai expliqué pendant la présentation. Une autre question, Pascal? Oui, la dernière. Comment démarrer un projet Neo4j? Bon, tu as déjà répondu à la question avec tout ce qui est disponible sur le web, mais alors voilà, comment démarrer un projet Neo4j? Alors moi, je répondrai à autre chose que ce que j'ai dit, Pascal, ça va te plaire. Utilisez-nous.
Vous savez, les commerciaux, c'est pas que le type chiant qui vend des projets chers et qui disparaît dès qu'il a vendu. Les commerciaux sont là pour garantir le succès du projet. Aujourd'hui, toutes les entreprises fonctionnent sur le principe de la souscription, de l'abonnement. Et Neo4j ne déroge pas à la règle. Ce qui fait que si on a vendu une première année, on ne disparaît pas derrière. On doit s'assurer que la deuxième année va renouveler. Donc, que votre projet va avoir du succès sur du long terme. Donc, utilisez-nous, parce que dès le début, on va vous aider à qualifier l'intérêt d'une base de graphes Neo4j. On va essayer de vérifier que vous avez un intérêt long terme à travailler avec nous. Si ce n'est pas le cas, eh bien, on va tout simplement vous déconseiller ou se débrouiller pour… Enfin, on va trouver une solution, évidemment, mais on vous préviendra. Notre but commun, finalement, c'est d'avoir une relation long terme. C'est-à-dire que vous ayez un projet qui apporte une valeur métier, une valeur technique, une valeur financière, et qui ait du succès sur du long terme. C'est-à-dire que cette valeur, elle ne soit pas one-shot. Alors, ça peut être le cas parfois, mais dans la majorité des cas, les gens veulent des projets plus long terme. Donc, Pascal et moi sommes les bonnes ressources à contacter. Donc, pascal.marie avec un y @neokadji.com ou cédric.fauvet FAUVET @neokadji.com sommes les deux interlocuteurs pour ça. Notre métier, c'est de vous aider. Merci Cédric.